Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Madame, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous à cette avant-dernière véritable émission pour la saison de Constieka Week News. Bientôt les vacances et ensuite on se remettra d'aplomb pour affronter deux grandes échéances en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, à savoir le Cameroun et la Côte d'Ivoire pour les présidentielles 2025. Je suis Constieka. Dans cette émission, on parlera du Gabon, du Congo, de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire où il y a des élections qui se préparent et aussi où des développements se font de manière exponentielle sur le plan infrastructurel. Nous allons parler du Cameroun. Le Cameroun, où tout bouge pour les élections présidentielles, les préparatifs, les candidats de l'opposition. On n'en sait pas trop du côté du parti au pouvoir. Nous allons aussi aller du côté du Sénégal, dans le pays du feu président Senghor, Léopold Sédar Senghor. Et là-bas, nous parlerons de la politique menée par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nous allons y faire un petit tour du côté du fleuve Sénégal. Là-bas, on parlera de tout ça. Nous irons aussi en Guinée équatoriale, chez Théodoro Nguema Obiang, son Excellence, le président de la République de Guinée équatoriale. Ensuite, on parlera de l'Afrique, mais du côté de la France, à Nice, où le Premier ministre de la Côte d'Ivoire y a été. On venira aussi du côté de la Suisse, on va voir ce qui se passe du côté de l'Organisation internationale du travail, sans oublier le pays du président Sassou Nguesso, à savoir le Congo. On parlera de toute cette Afrique dans cette émission. Restez les nôtres pour écouter l'information vraie. À l'entente de cette émission, rien de plus normal que de commencer par les présidentielles. Les présidentielles 2025 se préparent de manière ardue du côté du Cameroun. Quand on voit tout ce qui se passe de ce côté-là avec nos représentants, l'équipe de CNN Cameroun, ils nous disent simplement que tout bouge, la jeunesse est fervente. S'il se passe des choses du côté du Cameroun, en Côte d'Ivoire aussi, il se passe des choses du côté de la Côte d'Ivoire pour les présidentielles, mais l'heure pour le gouvernement et au travail à apporter du bonheur aux Ivoiriens. Et les Ivoiriens adultes savent reconnaître ce qui se fait de mieux. Les présidentielles en Côte d'Ivoire, il y a déjà des noms comme ça qui sont déclarés. Il faudra attendre les officialisations de manière définitive, mais déjà des noms se font entendre sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Et un des premiers noms, ça il faut le dire, depuis d'ailleurs 2021 je crois, depuis 4 ans pratiquement, il a annoncé cette candidature. Bien sûr, on parle bien des présidentielles en Côte d'Ivoire, qui au fur et à mesure déjà fait connaître des prétendus ou alors des candidats réels à l'élection présidentielle. Et ces candidats sont connus du grand public de Côte d'Ivoire. Le tout premier, c'est le candidat Jean-Louis Billon. Depuis 2021, il faudrait rappeler que ce candidat avait déjà annoncé fermement sa candidature à l'élection présidentielle. À titre de rappel, retenez simplement, c'est quelqu'un qui connaît très bien l'échiquier politique, économique de son pays, pour avoir été ministre, maire, président de la Chambre de commerce et d'industrie, président de région, député. Il a une expérience avérée de la chose économique et politique de son pays. Oui, Jean-Louis Billon, qui a été le tout premier candidat en Côte d'Ivoire, a annoncé sa candidature pour la présidentielle 2025. Ensuite, Toby Irié, fonctionnaire ivoirien et homme politique. Il a été ancien préfet, il a été expert pour les élections en RDC en 2023, coopté par le système des Nations Unies. Et déjà aussi un autre qui s'annonce, Évariste Mambly, député et ex-président du Conseil régional. Et c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, l'attente se fait au niveau du parti du Rassemblement des Oufouettistes pour la paix, à savoir le RHDP. Qui sera candidat au RHDP? Le suspense se fait encore en Côte d'Ivoire. Tout le monde veut savoir qui du RHDP se lancera à la course présidentielle, ou si alors
le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, décidera de continuer à porter du grand bonheur à ses compatriotes en Côte d'Ivoire en se présentant à cette élection présidentielle 2025. Le président de la commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire, M. Ibrahim Coulibaly Couibert, a annoncé lors d'une conférence de presse le lundi 2 juin 2025 à Abidjan-Cocody que la liste électorale définitive contient 8 727 431 électeurs et sera disponible à la consultation à partir du mercredi 4 juin 2025. Face aux médias, M. Ibrahim Coulibaly Couibert, président de la commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire, a dressé un état des lieux du processus. Nombre d'électeurs, 8 727 431, soit une hausse de 715 006 nouveaux électeurs, c'est-à-dire 8,92%. Nombre d'électeurs hommes, 4 508 948, soit 51,66%. Nombre d'électeurs femmes, 4 218 483, soit 48,34%. Nombre de lieux de vote, 11 906, soit 989 nouveaux lieux de vote créés. Nombre de bureaux de vote, 25 678, soit 2154 nouveaux bureaux de vote créés. Et je voudrais que chaque parti politique, tout candidat désireux bien entendu de se présenter à l'élection, puisse consulter cette liste à partir de mercredi sur notre site. La liste électorale définitive ouvre donc le chemin vers une autre phase, à savoir la collecte des données pour le parrainage. Conformément aux dispositions du Code électoral, en ce qui concerne le parrainage, il est fait obligation aux candidats de collecter 1% de l'électorat local dans 50% des régions et districts de Côte d'Ivoire. Voilà ce qui était précisé dans le Code. Et il se trouve que par la suite, le gouvernement a érigé bon nombre de régions à districts autonomes. Bon, est-ce qu'on devrait considérer que ces nouveaux districts avaient les mêmes valeurs que le district autonome d'Abidjan et celui de Yamoussoukro qui n'étaient pas constitués de régions? Parce que les nouveaux districts étaient composés des différentes régions. Alors, est-ce qu'on partait sur la base des régions ou on partait sur la base des districts? C'était pour clarifier cela que cette ordonnance a été prise. Pour savoir le nombre de régions dans lesquelles il faut aller collecter les différents parrainages, il faut faire 33 divisé par 2, ça vous fait 16 et quelques, donc on arrondit à 17. Donc c'est dans 17 régions que vous devez avoir 1% de l'électorat local, dans chacune des régions. C'est tout ce qu'on vous demande, régions et districts. Le processus de collecte des parrainages de candidatures pour l'élection présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire s'ouvrira le 26 juin 2025 et s'étendra sur 3 mois. L'ouverture des candidatures est prévue à partir du 26 juillet 2025. Et c'est pas tout, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire pour ce mois d'octobre, il y a aussi le Cameroun. Et au Cameroun, la présidentielle sonne aussi très très fort du côté du pays du président Paul Biya, au pouvoir depuis 42 ans. Et au Cameroun, les présidentielles 2025 laissent croire qu'une figure de l'opposition fait l'unanimité tout doucement auprès de ses compatriotes. Il s'agit de Akeremouna. Monsieur Akeremouna, une figure de l'opposition douce, comme aime à dire la diplomatie internationale. Et parmi les figures de l'opposition camerounaise, monsieur Akeremouna fait complètement l'unanimité auprès de ses compatriotes camerounais, déjà sur le plan local et à l'international, parce que c'est un homme de consensus, un homme qui n'aime pas la brutalité, et puis surtout, c'est un homme originaire des deux Cameroun de l'époque sous tutelle française et sous tutelle anglaise, à savoir ce qui a été appelé le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone, et surtout un homme qui s'exprime brillamment en français. Et c'est ce qui attire pratiquement ses compatriotes camerounais à avoir une option
pour lui sur le plan de la transition politique au Cameroun. Akerimuna, qui a occupé des hautes fonctions à l'international. Un homme de consensus, ancien bâtonnier au barreau du Cameroun. Une expérience avérée pour sa connaissance approfondie des réalités sociopolitiques et institutionnelles du Cameroun. Ses compétences linguistiques, il est parfaitement bilingue dans un pays qui a été, comme je disais tantôt, administré par la France et la Grande-Bretagne. Il apparaît pour nombre de ses compatriotes comme un homme qui incarne les valeurs de compétence, d'intégrité, de résilience et de vision. Quant au parti au pouvoir, le parti dont préside son Excellence Paul Biya, tous les Camerounais attendent de savoir qui sera le candidat du RDPC, à savoir le parti présidé par son Excellence Paul Biya. Je vous retrouve juste après la réclame. Oui, en entendant cette émission, il était important comme ça de parler de ces élections, parce qu'on sait très bien que le Cameroun et la Côte d'Ivoire, qui sont deux pays très importants en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, et d'ailleurs pour l'Afrique francophone en général. Nous allons maintenant parler du Gabon, le pays présidé par son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Au Gabon, nous vous offrons ici la déclaration du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la décentralisation gabonaise. À l'occasion de la journée africaine des frontières, c'est vrai que ce problème de frontières doit cesser en Afrique. Nestor Ekoumié pour CNN Libreville. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, à l'instar de l'ensemble des pays africains, le Gabon célèbre pour la 15e fois la journée africaine des frontières avec pour thème l'importance des frontières dans la Ve République. C'est une occasion de réflexion et d'engagement pour la consolidation des frontières, la stabilité des États, l'ancrage des populations, ainsi que la coopération et l'intégration africaine. Loin d'être des lignes de séparation, nos frontières doivent être des ponts reliant nos peuples, nos cultures et nos ambitions communes. La présente édition revêt une dimension encore plus particulière car elle coïncide avec l'entrée du Gabon dans la Ve République. Dans cet esprit de renouveau institutionnel, notre pays réaffirme son engagement à faire des frontières des espaces de coopération et de développement en harmonie avec les principes de gouvernance responsable, inclusive et durable qui guident cette nouvelle ère politique. Ce parallèle souligne notre volonté de bâtir une nation ouverte sur son avenir, ancrée dans ses valeurs de solidarité séculaire et de progrès. Plus qu'un moment festif, la commémoration de la Journée africaine des frontières nous donne l'opportunité de nous rassembler autour des mêmes idéaux de paix, de sécurité, de stabilité, de développement et de coprospérité. La Journée africaine des frontières a été instituée en 2010 par les chefs d'État et de gouvernement africains dans le cadre du programme Frontières de l'Union africaine. Cette initiative est née d'un constat historique. Les frontières actuelles du continent, héritées d'un découpage colonial souvent arbitraire, ne reflètent pas toujours les réalités socio-culturelles des populations locales. En célébrant cette journée le 7 juin de chaque année, les États membres de l'Union africaine cherchent à transformer ce qui avait été perçu comme des barrières en véritable passerelle de l'intégration, favorisant ainsi la coopération transfrontalière et le développement harmonieux des zones limitrophes. Au-delà du rappel historique, cette commémoration vise également à sensibiliser les populations aux enjeux sécuritaires et économiques liés à la gestion des frontières. Elle accentue l'importance de transformer les sources potentielles de conflits en espaces de paix et de progrès. En d'autres termes, la Journée africaine des frontières invite à repenser la notion de frontière, non plus comme une séparation, mais comme une opportunité pour renforcer la souveraineté des États et dynamiser l'intégration régionale. Dès son accession à la souveraineté nationale, le Gabon n'a pas attendu les injonctions extérieures pour appréhender les questions des frontières dans toutes leurs dimensions. C'est ainsi qu'il s'est doté, en 1974, d'une commission administrative et technique ad hoc chargée du contentieux frontalier. En 1979, elle a été rebaptisée Commission nationale des frontières, puis réorganisée par le décret 082/PR/MIS-PID du 8 avril 2010. Riche de son histoire et de son identité, notre pays s'inscrit pleinement dans la dynamique d'une gestion pacifique et constructive de ses frontières.
Mesdames et messieurs, chers compatriotes, comme chaque année, notre pays réaffirme son engagement et sa solidarité active envers la vision africaine des frontières dans la coopération régionale et la construction d'un avenir commun. C'est là un écho des engagements pris par son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, de ne laisser de côté aucun engagement international de notre pays. Ce jour symbolique est, en définitive, une occasion pour continuer d'œuvrer à une Afrique unie où chaque État respecte l'intégrité territoriale de son voisin tout en favorisant les échanges et le développement. C'est le lieu de rappeler le bien fondé de la signature, la ratification et la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière, appelée Convention de Niamey. Au même titre qu'à l'égard d'autres actes juridiques internationaux, notre attachement à cette Convention doit aider à la réaffirmation de notre volonté de ne pas rester en marge des dynamiques continentales de gestion harmonisée des frontières. Je vous remercie. Et oui, nous allons quitter le Gabon, un temps soit peu, non sans avoir remercié notre partenaire officiel, l'UIL, l'Université internationale de Libreville. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Nous quittons le Gabon pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce pays présidé par le président Alassane Ouattara. En Côte d'Ivoire, le développement infrastructurel de la Côte d'Ivoire se poursuit à grands pas pour le bonheur des populations, des investisseurs et je dirais d'ailleurs de tous qui ont destination la Côte d'Ivoire. Encore un nouvel échangeur ouvert à la circulation du côté de Koumassi à Abidjan. Ousmane Coulibaly, Marcel Bassolé. Jeudi 5 juin 2025, les ouvriers sont en plein travaux. C'est aussi le jour que le ministre Amédée Kofi Kwaku a choisi pour l'ultime visite de chantier en compagnie de son Excellence Madame Jessica Davis-Bas, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, le partenaire financier de l'ouvrage visité. Visite satisfaisante, le feu vert est donné et le dimanche 8 juin 2025, date marquée désormais d'une pierre blanche dans le grand livre des relations si particulières que la Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara entretient avec les États-Unis d'Amérique, l'échangeur du grand carrefour de Koumassi, grâce à la confiance exemplaire qu'inspire le président Alassane Ouattara à travers son projet Ambition pour une Côte d'Ivoire qui vise les sommets avec des résultats visibles par tous, des résultats puissants obtenus par le travail acharné dans la paix et l'efficacité. Comme pour cet échangeur qui, grâce au président Alassane Ouattara, vient justement mettre fin au calvaire des automobilistes et des piétons, le calvaire de tous ceux qui empruntent obligatoirement cet axe central de la ville d'Abidjan qu'est le boulevard Félix Houphouët-Boigny avec le carrefour de Koumassi. Autant de choses qui font de ce moment un événement grandiose et symbolique. Événement grandiose et symbolique aussi parce que les temps de la compétition électorale ne sont plus très loin. Il faudra donc se souvenir que cet ouvrage majestueux témoigne parfaitement de la permanence et de l'excellence de la confiance qu'inspire la Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara. Quand le temps et les gens viendront raconter l'histoire de l'ouverture à la circulation de l'échangeur du grand carrefour de Koumassi, ils diront ce qu'ils voudront, mais jamais ils ne pourront effacer le nom du président Alassane Ouattara comme le vrai maître de cet ouvrage. Morale de cette belle histoire, le développement commence par la route et à Abidjan. La mobilité, c'est l'échangeur du président Alassane Ouattara. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire. Il faut avoir
cette image du président qui fait des prouesses en Côte d'Ivoire. Ce président, son Excellence Alassane Ouattara, qui émerveille les Ivoiriens en une décennie presque et demie, a réussi à faire passer un pays de la catastrophe à l'excellence et à la référence même, je dirais, africaine. Je vous retrouve juste après la réclame. Et en Côte d'Ivoire, le pays du président Alassane Ouattara, le commandant supérieur de la gendarmerie inspecte le dispositif sécuritaire pour la paix de ses compatriotes, la sécurité et le bonheur des Ivoiriens et de ceux vivant en Côte d'Ivoire. Ousmane Coulibaly, Jean Richard, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Le nord-est de la Côte d'Ivoire, une zone sécuritaire à la lisière de la frontière du Burkina Faso et du Ghana, fait actuellement l'objet d'un contrôle supplémentaire orchestré par le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale ivoirienne. Il vient s'enquérir de l'état du dispositif de sécurité au poste de frontière de Soko et féliciter les hommes pour le travail abattu. Il a insisté sur l'importance d'une vigilance accrue et exhorte les hommes à rapporter toute activité suspecte pour assurer une gestion efficace de toute menace à la sécurité. Au terme des consignes aux hommes, le général Apalo Touré est l'hôte de la communauté villageoise de Soko, un appel à l'action pour soutenir les forces en matière de renseignement sur tout incident sécuritaire et encourager la mobilisation citoyenne afin de lutter contre le phénomène de fuite de produits agricoles qui nuit à l'économie nationale et au développement de la Côte d'Ivoire. Quand nos forces arrivent, et puis on apprend que bon, les forces ont attrapé des véhicules qui étaient en train de sortir, et puis les jeunes aussi sont sortis pour lutter contre ça, pour encourager que nos produits partent à l'étranger. C'est pas incroyable. Voilà. Donc pour ça aussi, aidez-nous dessus. Voilà. Pour la stabilité du pays, il faut combattre ça. Cette visite et les échanges qui l'ont suivi ont apporté de la joie aux habitants de Soko, qui accueillent avec enthousiasme cette nouvelle descente opérationnelle, l'officier général venu à leur rencontre. La rencontre que nous venons de faire avec le général ce soir-là, c'est une sensibilisation des parents. Il nous a donné vraiment des informations qui nous vont droit au cœur. Nous sommes toujours prêts pour aider l'autorité à pouvoir vraiment travailler et sécuriser nos zones. La descente inopinée du général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré dans diverses positions de cette zone sécuritaire en Côte d'Ivoire vise à souligner l'importance de la vigilance et de la rigueur dans l'accomplissement des missions régaliennes de la gendarmerie nationale, un corps d'élite résolument dévoué au service de la nation et des lois. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire. Je demande à Marcel de nous présenter cette belle Côte d'Ivoire, de nous montrer un tout petit peu l'intérieur. Et comme c'est les vacances qui approchent, montre-nous quelques plages. Grand Bérébi, les plages en Côte d'Ivoire, voilà. Vous pouvez venez passer des vacances ici et ça vous fera beaucoup de bien. Voilà les plages de Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, une mission de l'Union africaine à Abidjan pour une élection apaisée. Et cette mission a été reçue par la présidente du Conseil constitutionnel, Madame Chantal Nanaba Camara. Ousmane Coulibaly, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. À moins de 4 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, les missions d'observation se déploient dans le pays. Le mercredi 11 juin 2025, au plateau à Abidjan, une délégation de l'Union africaine menée par M. Mahamat Saleh Anadif, ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad, a été reçue par la présidente du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, Mme Chantal Nanaba Camara. Vous savez le rôle important que joue la Côte d'Ivoire au niveau africain et surtout au niveau de la sous-région de la CEDEAO. En prévision de ces élections, l'Union africaine nous a envoyés pour venir ici écouter, discuter avec nos frères et sœurs ivoiriens pour que la Côte d'Ivoire puisse rester la Côte d'Ivoire, exemple de stabilité, de paix. La sous-région a besoin beaucoup plus de stabilité et de paix. Donc nous sommes dans une mission d'écoute, mais aussi de suggestions et de conseils. Et c'est dans ce cadre que nous venons de discuter avec Madame la Présidente du Conseil constitutionnel, avec ses conseillers. Nous les avons écoutés, nous continuons à écouter d'autres acteurs pour que nous envoyions des recommandations à l'Union africaine pour qu'elle puisse jouer son rôle
pour que ces élections puissent se dérouler dans une ambiance apaisée et pacifique. Madame Chantal Nanaba Camara, présidente du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, a profité de cette réunion pour détailler les missions et rôles de l'institution ainsi que les perspectives de l'avenir. Nous quittons la Côte d'Ivoire pour le Cameroun. Le Cameroun, le pays que préside son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, et du côté de la région du littoral, à savoir la capitale économique du Cameroun, Douala, un homme est aux avant-gardes de tout ce qui touche la sécurité et le bonheur de ses compatriotes camerounais. Il s'agit du gouverneur de la région du littoral, M. Dieudonné Samuel Ivara Diboa. Et du côté de Douala, le gouverneur de la région du littoral, M. Dieudonné Samuel Ivara Diboa, a présidé la cérémonie d'ouverture des journées de l'urbanisme et de la construction de la capitale économique Douala. Sinen Douala, Gozo Richard, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Douala, la métropole économique du Cameroun, abrite la 3e édition des journées de l'urbanisme et de la construction de Douala du 10 au 13 juin 2025. Le gouverneur de la région du littoral, M. Samuel Dieudonné Ivara Diboa, a présidé la cérémonie d'ouverture des 10 journées en lieu et place de Madame Célestine Ketcha Cortés, ministre de l'Habitat et du Développement urbain du Cameroun. Ces journées, initiées par la communauté urbaine de Douala, visent à faire de Douala la métropole économique du Cameroun, une ville au développement urbain structuré et durable. Le maire de la ville de Douala, le Dr Roger Mbassa Diné, souhaite un développement urbain durable et structuré face à la croissance exponentielle et le désordre urbain à Douala. De grandes innovations seront également présentées lors des journées de l'urbanisme de Douala. La première des innovations que nous allons faire, c'est revoir le plan d'occupation des sols. La ville a évolué. Le plan d'occupation des sols qui a été arrêté il y a 10 ou 15 ans arrive à expiration en cette année. Donc il faut l'adapter. Il y a des zones qui à l'époque n'étaient pas constructibles, qui sont devenues à force de remblais. Maintenant il faut aussi construire une ville en harmonie. Les villes dans lesquelles l'architecture n'est pas harmonieuse sont des villes qui génèrent l'agressivité, qui détruisent de vivre ensemble. Nous devons œuvrer à ça. Nous devons également inviter nos architectes à mettre en valeur notre culture. Dieu seul sait si le Cameroun est riche en culture. Je crois que nous devons essayer de mettre cela en valeur pour que la ville ait un visage qui lui soit propre. Et Douala, je crois que nous sommes en train d'aller dans cette direction, mais avec le concours de tous, et c'est ça le sens de ces journées, faire en sorte que tous ensemble nous puissions avancer. Les journées de l'urbanisme et de la construction à Douala ont pour objectif d'améliorer la qualité de vie en milieu urbain en combinant réflexion, renforcement des compétences, concours d'idées, information et sensibilisation des citoyens aux normes d'urbanisme. Le coordonnateur du guichet unique, M. Bertrand Beba Ikwe, a présenté les différentes activités prévues pour ces journées de l'urbanisme. Comme le reprennent si bien les programmes en votre possession, elles vont s'articuler autour de 5 activités principales, à savoir des conférences débats, des masterclass, des concours, une foire dédiée aux bâtiments et aux métiers connexes et des diverses animations sur site. S'agissant des conférences débats, elles seront au nombre de 4, dont la première dite inaugurale qui interviendra en deuxième partie de la présente cérémonie sur le thème « La planification urbaine à l'épreuve des logiques et des pratiques des acteurs à Douala, externalités et défis », mettra en scène des intervenants de haut vol triés sur le volet. Quant aux 3 autres conférences débats s'entend, beaucoup plus techniques cette fois-là, elles sont prévues respectivement dans la matinée de mercredi pour l'une et dans la journée de jeudi pour les 2 dernières. Elles feront l'intervention d'experts étant du public
du privé que de la société civile. Ce rendez-vous est devenu incontournable pour les professionnels de l'urbanisme et du bâtiment qui participent en grand nombre à ce salon pour exposer et échanger lors des conférences, débats et masterclass. L'idée de mon message, c'est de dire que c'est à chaque pays, à chaque communauté, à chaque groupe de créer ses propres conditions et son propre modèle. Dès le moment où je prends un modèle et je calque sur le pays voisin, ça ne fonctionne déjà plus. On le voit en Europe. Si vous prenez la Suisse et la France, ce qui est fait en France n'est pas calcable en Suisse et inversement bien sûr. Donc pourquoi un modèle qu'on a fait en France ou aux États-Unis serait calcable à Douala? Et même pourquoi Douala et Kinshasa auraient le même modèle alors que chaque pays européen a développé ses propres manières de faire, ses propres instruments. Donc moi je milite pour ça, pour que chacun développe ses propres instruments, ses propres modèles en fonction de la société qui vit. Le gouverneur de la région du littoral, M. Samuel Dieudonné Iva Adiboua, représentant Mme Célestine Ketia-Cortés, ministre de l'Habitat et du Développement urbain du Cameroun, a appelé à une synergie entre les secteurs publics et privés. Puissions-nous inverser la fâcheuse tendance à laisser prospérer des constructions hasardeuses consécutives à une implémentation de l'habitat spontané et parfois érigé dans les zones non édificantes et par voie de conséquence, nous enregistrons assez souvent des effondrements d'immeubles, des éboulements de terre, des inondations, etc. Le thème retenu cette année appelle à une réflexion collective, à une action concertée. Respecter les règles d'urbanisme ne doit pas être perçu, loin s'en faut, comme une contrainte, mais plutôt une condition sine qua non pour bâtir une ville plus humaine, plus verte et plus prospère. Cela implique, à n'en point douter, une planification urbaine rigoureuse et respectée, une synergie entre les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, le secteur privé, la société civile et les citoyens. Il a souligné que la 3e édition des Journées de l'urbanisme de Douala a pour thème amélioration du cadre de vie et respect des règles d'urbanisme à Douala, comment agir ensemble pour une ville attractive et émergente. Nous quittons Douala par jet, c'est 15 minutes. Par un avion rapide, c'est pratiquement l'équivalent de 20 minutes, tout simplement pour atterrir en Guinée équatoriale, le pays présidé par son Excellence Théodore Nguema Obiang. Un pays lusophone, mais un pays aujourd'hui qui fait vraiment regarder ce pays, regarder la Guinée équatoriale. Et dans ce pays se sont réunis nombreux chefs d'État, on en parlera. Les chefs d'État de la CEEAC, à savoir la CEEAC, ordonnent le retrait des troupes rwandaises de la RDC. Voilà qui fait plaisir quand nos leaders, nos chefs d'État prennent les décisions de faire cesser certains couacs entre les pays frères, tous ces pays africains dont la colonisation a fait des frontières, acceptées, refusées par d'autres. C'est vrai que ça fait plaisir de voir que ces chefs d'État sont réunis pour dire stop à l'intrusion de certains pays chez leurs frères voisins. Reportage Nestor Ekoumié, CNN, Libreville. Le 26e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale s'est tenu le samedi 7 juin 2025 dans la ville de Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. Plus de 10 présidents ont fait le déplacement jusqu'à Malabo pour prendre part à ce sommet. Parmi eux, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Il a été accueilli au bas de l'échelle de coupé par le Premier ministre équato-guinéen, M. Manuel Ossane Soueitsua, suivi d'un comité restreint d'officiels de la République démocratique du Congo qui comprend le représentant du chef de l'État de la RDC, le ministre de la coopération régionale de la RDC, la vice-ministre des Affaires étrangères, la conseillère principale du chef de l'État en charge de diplomatie ainsi que l'ambassadrice de la RDC à Malabo. En dépit de la pluie qui a frappé la capitale guinéenne ce samedi matin, la communauté congolaise de Malabo était aussi à l'aéroport pour un moment de communion avec leur chef d'État.
Les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC ainsi que leurs délégations respectives se sont retrouvés juste après au Palais des Congrès de Malabo où son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC a eu un bref entretien avec son homologue de la Guinée équatoriale, son Excellence Teodoro Obiang Nguema Bazogo, également hôte du sommet. C'est aux alentours de 14h heure locale que débute la cérémonie d'ouverture, au cours de laquelle ont lieu 4 principaux discours. Le premier est du secrétaire général pour l'Afrique centrale et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, suivi de celui du président de la Commission de l'Union africaine, puis celle du président de la Commission de la CEAC, son Excellence Teodoro Obiang Nguema Bazogo, par ailleurs président de la République de la Guinée équatoriale. Les conférenciers se sont retirés ensuite pour une séance à huis clos qui a duré plus de 3 heures. Ce sommet est considéré comme l'organe suprême de pilotage politique de l'intégration régionale et a pour thème consolider les acquis de la réforme de la CEAC pour accélérer l'intégration régionale et la construction d'une communauté de destin en Afrique centrale. L'autre temps fort du 26e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, c'est la reconduction de la Guinée équatoriale à la tête de la CEAC pour un mandat d'1 an. À l'issue du huis clos entre les chefs d'État, le ministre congolais en charge de l'intégration régionale, M. Didier Mazinga, fait le point. Et les travaux ont commencé depuis les 30 avec le ministère sectoriel, des experts, et ça a été sanctionné par les conseils de ministres de la CAC. À ce qui concerne la passation ou bien la présence en exercice dont le Rwanda devrait exercer, nous, la République démocratique du Congo, nous sommes opposés. Nous avions présenté la situation politique et nous avions rappelé que le Rwanda, c'est le pays agresseur. À ces qualités-là, il est un pays belligérant. Il ne pourrait pas prendre la présidence en exercice. Suivi par le chef d'État et de gouvernement, il a été décidé que la Guinée équatoriale garde la présence en exercice, que le Rwanda règle d'abord ses différends avec la République démocratique du Congo. La cérémonie de clôture a été sanctionnée par la lecture du communiqué final par le président de la commission de la CEAC. Le président de la République démocratique du Congo a quitté Malabo tard dans la soirée pour Kinshasa, la capitale de la RDC. Nous restons toujours dans le pays du président Teodoro Nguema Obiang, en Guinée équatoriale. Ce pays vraiment qui fait... certains ne savent pas qu'est-ce que c'est que la Guinée équatoriale. Regardez les images de Malabo et de Bata. Ces belles images vous montrent l'Afrique est belle. Et comme c'est les vacances, bientôt le mois de juillet, ensuite le mois d'août, venez en vacances, amenez des devises. Nos pays africains en ont besoin. Voilà, venez passer des bons moments ici. L'Afrique, tout est naturel. Marcel, peux-tu leur montrer encore ces images, voilà, de la Guinée équatoriale? C'est aussi un pays, il faut y aller, il faut aller faire un tour là-bas. Ça fait énormément plaisir. Et en Guinée équatoriale, nous allons nous attarder sur le séjour officiel du président de la République gabonaise, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour CNN Libreville, Nestor Ikoumié. Après son élection et sa prestation de serment, le président de la République du Gabon et chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a effectué une visite d'État inédite en Guinée équatoriale. Ce voyage vient renforcer les relations bilatérales entre la République du Gabon et la République de Guinée équatoriale. Le chef de l'État gabonais a été accueilli au bas de l'échelle de Coupé par le Premier ministre équato-guinéen, M. Manuel Ossane Soué-Nsoa. Salutations d'usage après un bref échange au salon d'honneur de l'aéroport. À sa sortie du salon d'honneur, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a partagé un moment de communion avec les communautés gabonaises vivantes en Guinée équatoriale qui sont venues en grand nombre l'accueillir. Par la suite, le cap est mis au Palais du Peuple, où il a été reçu par son homologue guinéen, son Excellence Teodoro Obiang Nguema Bazogo. Un moment empreint de sobriété et de solennité, marqué par les hymnes nationaux des deux pays, de 21 coups de canon et par la suite, le passage en revue des troupes après une parade militaire en l'honneur de l'hôte de marque de jour. L'instant est aussi particulier du fait que le Gabon et la Guinée équatoriale viennent à nouveau de réitérer leur engagement à préserver leurs relations et à intensifier leur coopération dans bien de domaines. Cette tendance s'est à nouveau manifestée à Malabo lors du tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Les deux personnalités ont confirmé leur détermination à coopérer dans les domaines tels que la diplomatie, le sport, la sécurité, l'économie et l'agriculture. Par la suite, un point de presse a été donné par les deux hommes d'État.
Ce fut un fort instant de partage d'expérience en matière de gouvernement et un moment d'encouragement réciproque. Les deux personnalités ont par ailleurs évoqué la décision rendue par la Cour internationale de justice dans le cadre du contentieux lié à l'île Mbagné. Conscients des faits historiques dont ils ont hérité et soucieux de préserver la paix entre les deux nations, les deux chefs d'État entendent régler de manière pacifique cette problématique. À cet effet, il a été convenu de la création d'un comité conjoint d'experts chargé d'examiner la question du différend relatif à l'île de Mbagné dans un esprit de dialogue constructif et de coopération. Par ailleurs, plusieurs accords bilatéraux ont été signés à l'issue de cette rencontre, couvrant les domaines de la sécurité, de la diplomatie, de la culture, du sport et de l'agriculture, témoignant de la volonté commune des deux pays de dynamiser leur coopération. Au terme de cette entrevue, leurs deux excellences Brice Clotaire Oligui Nguema et Théodoro Obiang Nguema Bazogo se sont félicités de la solidité des liens d'amitié et de coopération qui unissent Libreville et Malabo depuis de nombreuses années. Poursuivant sa visite d'État, le président de la République du Gabon, chef de l'État, son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris part à la messe d'action de grâce dédiée à la célébration du 83e anniversaire du chef de l'État équato-guinéen, son excellence Théodoro Obiang Nguema Bazogo, en présence de nombreuses personnalités, de membres de la famille présidentielle équato-guinéenne, ainsi que des fidèles rassemblés pour l'occasion. Dans son homélie, le prêtre officiant a rendu grâce à Dieu pour la longévité, la sagesse et le leadership du président Obiang Nguema Bazogo, tout en formulant des prières collectives en faveur de sa santé et de sa gouvernance. En marge de cette célébration, le chef de l'État a effectué une visite de terrain sur le chantier de la future ambassade du Gabon à Malabo. Manifestement satisfait de la qualité et de l'état d'avancement des travaux, il a exhorté l'entreprise en charge de redoubler d'efforts afin de garantir le respect des délais de livraison. Le président de la République gabonaise, chef du gouvernement, son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est ensuite rendu dans les locaux de l'entreprise Golden Swan GESL Industrias GSA, spécialisée dans les services industriels et le traitement de déchets de toute nature. Lors de cet échange, les responsables de la société ont exprimé leur souhait de s'implanter au Gabon avec pour objectif de contribuer à une gestion plus durable et innovante des déchets. Le chef de l'État gabonais, son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, très sensible aux enjeux environnementaux et conscient des défis structurels liés à la gestion des déchets au Gabon, le chef de l'État a instruit le gouvernement d'envisager la mise en place d'un partenariat stratégique avec ce groupe en vue d'une collaboration multisectorielle. Toujours dans le même élan, le président de la République du Gabon s'est rendu sur le site de l'usine Punta Europa, complexe de procédés industriels spécialisés dans la production et la transformation de gaz, dont les installations modernes ont pu être appréciées par le chef de l'État et sa suite. Puis le cap a été mis au Centre médical de la paix, structure hospitalière de haut niveau et de renommée internationale qui offre des approches modernes aux problèmes médicaux complexes. Puis à l'Hacienda Marcos Obiang Nguema Soué de Rabia, le chef de l'État gabonais a eu l'occasion de visiter les usines d'élevage et de transformation de viande de porc et de cabri avant de procéder à la signature du livre d'or à la mairie. La visite de ces différents sites par le chef de l'État gabonais a été l'occasion d'apprécier et de s'inspirer du modèle équato-guinéen dans ces différents domaines. Pour finir, le chef de l'État gabonais, son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, très proche de ses compatriotes, y compris ceux de la diaspora vivant en Guinée équatoriale, le chef de l'État gabonais a longuement échangé avec eux. Il les a exhortés à œuvrer pour la consolidation des liens qui unissent Libreville et Malabo, de faire preuve de responsabilité dans ce pays d'accueil, avant d'appeler chacun à apporter sa pierre à l'édifice afin de contribuer à la construction du Gabon. Après la descente sur le terrain, la rencontre avec la diaspora gabonaise vivant en Guinée équatoriale, le président de la République du Gabon, chef du gouvernement, son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris part aux côtés de ses pairs à la 26e session ordinaire de la CEAC, dont les défis majeurs sont axés sur la transformation et la modernisation institutionnelle sans omettre les résultats obtenus. Des avancées significatives qui doivent contribuer à un processus d'intégration solidaire prospère. La paix au sein de la communauté étant prioritaire, cette session a été l'occasion de féliciter les processus de transition politique qui ont eu lieu au Gabon et au Tchad. À l'affût de toutes les images qui plaisent et qui surtout informent exactement les téléspectateurs de notre chaîne et de notre émission sur le plan africain, nous avons refusé, nous avons tourné le dos à tout ce qui désinforme, à tout ce qui met le moral à zéro des Africains, mais nous mettons un accent sur ce qui galvanise parce que nos leaders travaillent énormément, nos chefs d'État travaillent énormément, il faut le reconnaître. Nous allons repartir au Gabon. Nous quittons la Guinée équatoriale pour le Gabon.
juste après la réclame. CNN est disponible sur les bouquets Créolink au 12, numéricable au 12, sur l'application cnntv.ci et sur tous vos supports numériques. Au Gabon, ce pays présidé par son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui met le rouleau compresseur. Tout le gouvernement est à la tâche. Et dans ce pays, de la parole aux actes, le gouvernement est au travail. La remise du matériel dernière génération pour booster le secteur agricole gabonais. Nestor Ekoumié, CNN Libreville. La ministre gabonaise de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, Madame Odette Polo, a entamé une tournée de distribution et d'équipements agricoles dans les provinces du Gabon, dans le but de moderniser et de renforcer un secteur clé pour l'économie nationale et la souveraineté alimentaire. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la stratégie gouvernementale visant à dynamiser l'agriculture, pilier fondamental du développement du pays. Cette grande décision de privilégier le développement rural dans les politiques publiques est motivée par l'urgence d'assurer une souveraineté alimentaire, d'en finir avec la dépendance aux importations et de réduire le chômage. Du matériel agricole qui font défaut au secteur de l'agriculture, dans un contexte de diversification économique, le Gabon modernise son secteur agricole. Le gouvernement poursuit activement le déploiement massif du matériel agricole. En ce qui concerne la province de l'Estuaire, il s'agit de 20 tracteurs agricoles, 4 tricycles, 6 citernes, 4 remorques, 15 charrues à disque et 3 motos à 2 roues pour la première livraison. La présente cérémonie de remise de clés n'est pas une simple formalité. Elle revêt une forte portée symbolique. Elle vise à susciter les vocations agricoles partout au Gabon, notamment chez les jeunes, conformément à la vision présidentielle. Les bénéficiaires ont également salué l'initiative du gouvernement, impulsée par le chef de l'État gabonais, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui vise à restaurer la dignité du secteur agricole dans tous les aspects. Ce matériel renforcera également les capacités opérationnelles des services départementaux à fournir un accompagnement approprié à nos agriculteurs qui en ont bien besoin. Le Gabon aspire à assurer l'autosuffisance alimentaire grâce à la richesse et la fertilité de son sol, et la prochaine distribution se fera à Lambaréné. Toujours au Gabon, le gouvernement, à savoir tout ministère confondu, chacun bouge, chacun veut accélérer, ramener du bonheur aux Gabonais, tel promis par le président de la République dans son projet gouvernemental, le projet présidentiel. Et tout est mis en œuvre pour une réussite. Et toujours au Gabon, la ministre gabonaise de l'Agriculture a visité le site de la future école professionnelle agricole. Nestor Ekoumié, CNN Libreville. Elle sera érigée sur 40 hectares et pourra accueillir 400 apprenants. C'est un centre de vulgarisation des techniques agricoles modernes visant à former la population aux techniques agricoles conformes aux standards internationaux. On a déjà remporté beaucoup d'avancements. Dès que l'aménagement du terrain c'est fait, on va commencer le plus tôt possible la construction de la base de vulgarisation de l'agriculture moderne. La ville de Kango, chef-lieu du département du Komo, dans la province de l'Estuaire, est le site pilote de ce projet ambitieux. Cette structure, qui stimulera la production agricole au Gabon et contribuera à la sécurité alimentaire, est financée à la hauteur de 5 milliards de francs CFA par la République populaire de Chine. C'est une base qui va former plusieurs Gabonais. Nous sommes donc dans une grande ZAP, une zone à forte productivité. Donc, zone choisie pour construire cette base. Il y aura tout ce qui est commodité, tout ce qui est apprentissage, et les enfants seront internés ici. Nous parlons aujourd'hui de la souveraineté alimentaire. Nous voulons sortir de la dépendance. Donc, il faut passer par la formation et ensuite les mettre sur le terrain. Et pour cela, le chef de l'État a tout mis en œuvre pour que ce projet puisse prospérer dans les meilleurs délais. Les travaux de viabilisation et d'aménagement du site avancent rapidement, avec une durée estimée du chantier à 2 ans. Ce projet établit les bases d'une véritable coopération alimentaire entre le Gabon et la République populaire de Chine.
Après cette visite de la ministre, rien de plus normal de dire simplement toutes ces performances, nous pouvons accélérer l'éducation et surtout les performances universitaires de nos jeunes frères, de nos enfants grâce à une école, université de choix, à savoir l'Université internationale de Libreville, notre partenaire officiel. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Nous quittons le Gabon après cette page pub de l'Université internationale du Libreville pour le pays du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et là, c'est le Sénégal. Ce très beau pays, Marcel, montre-nous aussi un peu le Sénégal, pour ne pas faire des jaloux. Un peu une petite revue comme sa vidéo du Sénégal pour voir ce très beau pays. Aussi, pour les vacances, vous pouvez venir passer vos vacances et surtout ramener beaucoup de devises. Au Sénégal, c'est ça. L'Afrique, elle montre et l'Afrique est merveilleuse, il faut le savoir. Et du côté du Sénégal, ce pays dirigé par son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nous allons parler du Conseil des ministres qui s'est tenu le 11 juin 2025. Conseil des ministres, et ça montre comment les États travaillent, et pour quel bonheur? Le bonheur des populations. Reportage Richard Gozo, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Le mercredi 11 juin 2025, un conseil des ministres s'est tenu au Palais de la République à Dakar, sous la présidence de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, chef de l'État. Retour sur les principales décisions avec M. Amadou Moustapha Ndiaye Sarr, ministre de la formation professionnelle et technique, porte-parole du gouvernement. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, tient tout d'abord à adresser ses vives félicitations aux communautés musulmanes et chrétiennes du Sénégal pour le succès des récentes célébrations de Tabaski. Un moment de ferveur spirituelle témoigne de la force de notre dialogue interreligieux, modèle de coexistence pacifique. Le gouvernement est invité à poursuivre son accompagnement pour la modernisation des sites religieux et la facilitation de l'exercice du culte sur l'ensemble du territoire. Le chef de l'État a indiqué sa décision d'instituer annuellement une rencontre nationale avec les guides religieux et les chefs coutumiers. Le chef de l'État a réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur de la souveraineté alimentaire. Face aux pluies abondantes, il a demandé une accélération de la distribution des semences, engrais et matériel agricole, avec une implication renforcée des coopératives communautaires. Le programme national de reconstitution du capital semencier, piloté par l'ISRA, sera consolidé. Par ailleurs, les formations professionnelles agricoles seront développées et les lycées agricoles seront renforcés à l'image de l'École nationale supérieure, ainsi qu'à la modernisation des structures comme la SAED, la Sodagri et la Sodefitex. Le chef de l'État a également annoncé son déplacement à Saint-Louis les 12 et 13 juin pour une visite économique auprès des acteurs du secteur. Par ailleurs, il présidera ultérieurement le Conseil supérieur d'orientation agro-silvopastorale. Avec son potentiel maritime exceptionnel, il va finaliser sa nouvelle politique maritime en associant tous les acteurs concernés. Le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, veillera à l'amélioration des infrastructures portuaires
et à la mise en œuvre d'une stratégie renforcée pour la compétitivité de nos ports. La création du Centre national de coordination de la lutte contre la pollution marine sera accélérée sous l'égide de la haute autorité chargée de la coordination de la sécurité maritime et de l'environnement marin. Le secteur touristique, un des piliers de notre économie, fera l'objet d'une réunion interministérielle pour redynamiser son développement avec l'appui de la SAPCO et des investisseurs privés. Le président de la République participera à la conférence sur la Palestine à New York du 17 au 19 juin, puis au sommet de la CEDEAO à Abuja le 22 juin 2025. À l'entame de sa communication, le Premier ministre est revenu sur les conclusions des travaux de la commission de relecture des contrats et conventions de l'État qui ont révélé des dysfonctionnements graves. Cette situation révèle des lacunes inacceptables dans la gestion de la commande publique, pourtant essentielle au fonctionnement des services publics et à la réalisation des projets nationaux. Le chef du gouvernement rappelle avec fermeté l'impératif de respecter scrupuleusement le Code des marchés publics, le Code des obligations de l'administration et la loi sur les partenariats publics-privés. Pour y parvenir, le gouvernement renforcera les compétences des acteurs concernés via des formations permanentes, couvrant toutes les étapes des marchés publics de leur préparation à leur évaluation, dans le but de garantir la transparence, l'égalité de traitement et l'efficacité conformément aux principes d'intérêt général. Désormais, la maîtrise de la commande publique sera un critère d'évaluation des responsables des entités publiques et parapubliques. Le Premier ministre a demandé au ministre secrétaire général du gouvernement et au ministre des Finances et du Budget de mobiliser les moyens nécessaires pour ces formations en collaboration avec la DCMP et l'ARCOP. Par ailleurs, le gouvernement agit pour améliorer la prise en charge des urgences hospitalières, pilier de notre politique de santé. Malgré les progrès réalisés, des défis persistent. Manque de ressources, coordination à renforcer, accès aux soins à optimiser. Le plan stratégique 2022-2026 sera rigoureusement mis en œuvre avec un accent sur la territorialisation des urgences, le renforcement du SAMU national et la collaboration avec les sapeurs-pompiers. Toujours du côté du Sénégal, ce pays présidé par son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, un chef d'État jeune et qui fait des choses brillantes pour le plaisir des Sénégalais. Il a reçu récemment le Premier ministre de la République du Congo. Le Congo, le pays du président Denis Sassou Nguesso, M. Anatole Koliné Makosso, Premier ministre de la République congolaise, a été reçu en audience à Dakar, au palais présidentiel, par son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Reportage Gérard Richard Gyozo, Séverin Katchoura, Marcel Bassolé. En mission de travail à Dakar, le Premier ministre congolais, M. Anatole Koliné Makosso, a été reçu en audience par le président de la République du Sénégal, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il est porteur d'un message du chef de l'État congolais, Son Excellence Denis Sassou Nguesso, à son homologue sénégalais. Les échanges ont porté sur la candidature de Firmin Edouard Matoko, proposé par le chef de l'État congolais, Son Excellence Denis Sassou Nguesso, au poste de directeur de l'UNESCO. Nous avons été porteurs d'un message à lui adressé par son homologue, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui nous a chargé de lui traduire son attachement aux relations séculaires d'amitié, de solidarité, de fraternité et de coopération qui existent entre les deux pays et entre les deux peuples. C'est ce message que nous sommes venus traduire à son Excellence M. le Président de la République et lui témoigner aussi et tout son soutien pour l'action qui est en train d'être entreprise depuis son arrivée à la tête du pays, et notamment ce qui concerne la consolidation de la démocratie, l'apaisement de la vie politique au Sénégal. Surtout, profiter de l'occasion aussi
pour saluer la coopération, mais demander à ce que cette coopération soit renforcée pour développer des économies pérennes, des économies résilientes, des économies interconnectées et des économies florissantes dans le cadre de notre coopération Sud-Sud d'abord. Parce que sans échange Sud-Sud, sans coopération économique régionale, il n'y a de développement pour aucun de nos pays. C'est un peu ce message que nous avons voulu porter au président et saisir aussi l'occasion pour lui parler de la candidature du Congo à la direction générale de l'UNESCO. Le Congo est un candidat à fort potentiel qui a une certaine expérience dans la vie de cette organisation internationale. Et nous pensons que le Sénégal peut nous soutenir dans le plaidoyer que nous sommes en train de mener pour bénéficier des voix du soutien de tous les pays africains, notamment ceux de l'Afrique de l'Ouest par exemple, et surtout profiter du carnet d'adresses du réseau relationnel du président du MIFI pour que ce plaidoyer soit mené dans l'intérêt de la candidature de notre compatriote. Tout en remerciant les participations très actives de Charlotte Abdoulaye, de Janine Eta, de Stéphane Nego, Eric Bikek, Séverin Tchatchoua, nous allons quitter le Sénégal pour le pays du trépuant de CNN du côté de Brazzaville, Destar Bayaka, et nous allons parler du Congo, ce pays présidé par son Excellence Denis Sassou Nguesso, chef de l'État congolais. Du côté du Congo, il faudrait simplement parler de la visite à Brazzaville de Madame Sylvia Makosso Ngakabi à la World Winer Academy, un engagement fort au Congo pour la formation des jeunes. Depuis Brazzaville, pour CNN Congo, Destar Bayaka, assisté de Séverin Tchatchoua, Jean-Richard Gozo et Marcel Bassolé. L'administrateur maire du 4e arrondissement de Mungali, Madame Sylvia Makosso Ngakabi, a effectué une visite officielle au siège de la World Winner Academy, centre de formation et de coaching basé à Brazzaville. Accueillie par la directrice générale, Madame Mélodie Bouéa, cette rencontre a été l'occasion de présenter les programmes de formation proposés par l'établissement. Ces formations couvrent plusieurs domaines porteurs, notamment les métiers de l'assistanat, la communication digitale, le transport et la logistique, ainsi que les services de coaching professionnel et personnel. Ce qui nous différencie, c'est que je suis business coach et nous sommes ici entourés de plusieurs formateurs coachs et donc nous aidons les personnes à créer leur propre succès, à transformer leur talent en business. Et c'est aussi ça la force de World Winner Academy. Quand vous êtes étudiant ici, vous bénéficiez également de ces séances de coaching-là, du développement personnel. Madame Mélodie Bouéa a exprimé sa volonté de doter les jeunes de compétences concrètes et immédiatement valorisables sur le marché du travail, contribuant ainsi à leur insertion professionnelle. Notre mission, c'est d'offrir des formations pratiques pour emmener les étudiants, les jeunes, à viser l'auto-emploi, l'entrepreneuriat et aussi à être compétents dans les entreprises au XXIe siècle. Et donc nous avons en ce moment lancé la première cohorte où nous avons lancé les formations sur la communication digitale, nous avons lancé les formations sur le transport et logistique, nous avons lancé secrétariat de direction et également assistanat comptable. Une conviction qui a su retenir l'attention des autorités locales. Madame Makosso Ngakabi a salué la qualité des installations et l'engagement de l'équipe pédagogique, soulignant l'importance de telles initiatives pour le développement de la jeunesse congolaise. Une ambition qui a germé, une ambition qui est arrivée à la concrétisation. Il faut applaudir et louer l'initiative, car les hommes naissent, mais pas tous avec la même idéologie. Et nous avons besoin des personnes odieuses, celles qui ont de l'audace, celles qui osent. Hein? On a besoin des personnes comme ça, et nous pensons que l'avenir en a besoin. Et dans le milieu où nous sommes, étant dans un Congo que vous connaissez, prospère, il faudrait bien que nous ayons des personnes qui veulent bien nous faire atteindre cette prospérité. Alors sans ces personnes, nous ne pourrons pas l'atteindre. Et seulement, ces personnes doivent être bien entourées. Et je suppose que vous, l'équipe éducative,
vous êtes une équipe qui a apporté votre pierre à l'édifice pour que le Congo devienne réellement un pays prospère. La World Winner Academy s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale éducation 2021-2030 qui vise une éducation accessible, pratique et tournée vers l'avenir. Le centre se veut être un espace d'opportunités apportant des solutions concrètes aux jeunes en quête d'autonomie et de réussite. L'Afrique bouge et s'exporte. Et là, le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Robert Begré-Mambé, chef du gouvernement, s'est rendu en France. Et en France a rencontré le maire de Nice, l'une des grandes villes balnéaires françaises. Le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Robert Begré-Mambé, qui a rencontré M. Christian Estrosi, maire de la ville balnéaire de Nice. Reportage Richard Gozo, Marcel Bassolé, Séverin Tchatchoua. L'hôtel de ville de Nice, en France, sous les notes de l'hymne national de la Côte d'Ivoire, une rencontre d'amitié et de travail a eu lieu entre M. Robert Begré-Mambé, Premier ministre et chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, et M. Christian Estrosi, le maire de la ville de Nice, en France. Le chef du gouvernement ivoirien a été accompagné du ministre de l'Environnement, M. Jacques Assaoré-Conan, et du maire de Grand-Bassam, M. Jean-Louis Moulot. La délégation ivoirienne se trouve à Nice pour participer à la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. En marge des discussions, cette rencontre avec l'organisateur délégué de l'événement revêt un sens particulier, les deux hommes collaborant depuis la période où le Premier ministre actuel dirigeait le district autonome d'Abidjan. Où en même temps, nous sortions des Jeux de la francophonie française à Nice, et nous passions le relais pour les Jeux de la francophonie. Et on n'a jamais arrêté de travailler ensemble, et aujourd'hui encore. Et naturellement, nous avons profité de ce sommet de l'océan pour aborder de nouveau des sujets d'avenir, tout en faisant le bilan sur des actions qui sont en cours. Et nous allons encore prendre de nouvelles initiatives. Des initiatives au cœur des échanges, mais surtout, pour le Premier ministre ivoirien, M. Robert Begré-Mambé, remercier le maire de la ville, hôte de la conférence des Nations Unies sur l'océan. Et après cette conférence se dessine pour Abidjan, pour la Côte d'Ivoire, aux très bonnes perspectives qui vont ouvrir de larges champs de coopération. Et notamment, Nice sera l'un des défenseurs pour Abidjan, en vue de gérer les déchets plastiques qui ruinent la lagune d'Abidjan et pour laquelle nous sommes en train de faire de gros efforts de redimensionnement et de régénération. Nous avons aussi profité de cela pour parler des perspectives de coopération avec les Nations Unies et la France pour tout ce qui concerne l'encadrement des belles initiatives qui ont été retenues au terme de cette conférence. Et je ne peux que remercier notre ami Estrosi, qui est un grand ami de la Côte d'Ivoire. La première initiative volontaire envers la Côte d'Ivoire est la désignation du maire de Grand-Bassam, sous proposition de la ville de Nice et avec l'accord du Premier ministre Robert Begré-Mambé, à la vice-présidence de la coalition des maires de la planète, réunie pour la première fois lors du sommet sur l'océan. Nous restons toujours en Europe et là nous quittons la France pour la Suisse. Et en Suisse, un Ivoirien, un homme politique a fait entendre la voix de la Côte d'Ivoire. Puisque nous parlons de l'Organisation internationale du travail, la Suisse où la voix de la Côte d'Ivoire s'est fait entendre par M. Adama Camara, ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale. Gérard Richard Gozo, Sylvie de Bois-Fleury, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Comme chaque année, la ville de Genève accueille la Conférence internationale du travail au siège de l'Organisation internationale du travail, OIT. Cette année, les discussions porteront principalement sur la protection des travailleurs exposés aux risques biologiques, le travail décent, ainsi que la transition de l'économie informelle à l'économie formelle. Le résultat de ce rendez-vous-là, c'est de faire en sorte que le travailleur ivoirien puisse se sentir dans de très bonnes conditions, avoir un travail décent, avoir des salaires décents, et puis avoir des conditions qui sont propices à un cadre idéal. Ce que nous recherchons aujourd'hui, une meilleure rétribution des efforts fournis par les travailleurs. C'est un mieux-être pour les travailleurs, notamment du monde et en particulier de Côte d'Ivoire et ceux qui sont membres de notre confédération. Selon M. Adama Camara, ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale, il est indispensable de renforcer les liens entre l'emploi, qualité du travail et croissance économique. L'analyse approfondie du document de référence indique
qu'une bonne croissance économique va de pair avec la maîtrise de l'emploi décent et l'existence d'institutions démocratiques fortes, efficaces et efficientes. La Côte d'Ivoire a enregistré de très bons résultats sur le plan économique. La croissance du PIB a été en moyenne de 6,4%. L'inflation a oscillé autour de 2,2%. Et le pays a maintenu sa stabilité macroéconomique. Les acquis de la Côte d'Ivoire reposent sur un engagement international affirmé par son alignement aux lois et aux cadres réglementaires. La Côte d'Ivoire a ratifié plusieurs conventions, dont la convention numéro 189 sur les travailleurs et travailleuses domestiques et a initié la ratification des conventions numéro 122 sur la politique de l'emploi et numéro 176 sur la sécurité et la santé dans les mines. Face aux défis posés par l'intelligence artificielle, notamment la perte d'emploi et la déshumanisation du travail, M. Adama Kamara, ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale, invite le Bureau international du travail à poursuivre ses réflexions afin de protéger les travailleurs. Tout en vous rappelant qu'à partir de cette fin de mois, vous aurez droit à des best-of, les meilleurs instants de notre émission, de notre programme constitué École Week News, pour vous rappeler encore du politique et savoir ce que les uns et les autres font. Tout en félicitant le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire de continuer à développer ce pays à une vitesse exponentielle, tout en souhaitant un calme sur tout le continent africain, je tiens simplement à vous remercier d'avoir suivi ce programme et à vous demander de continuer à le regarder sur votre petit écran. Et si vous êtes, pour ceux qui sont du côté de l'Europe, sous les métros ou à l'extérieur dans les jardins et les cafés parce qu'il fait beau, vous allez sur votre portable et vous cliquez simplement à cnntv.ci et vous avez votre chaîne de télévision en direct sur votre tout petit écran ou votre iPad. Et si vous avez besoin de suivre des informations constantes et en direct, vous faites www.ciwebinfo.ci. Et là, vous avez toute l'information africaine, mais la vraie information africaine qui est pour nous un devoir de conscience en qualité d'Africains. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. C'est terminé pour cette émission, tout en remerciant comme ça toutes nos équipes du côté du Gabon, du Congo, du Cameroun et ici en Côte d'Ivoire, sans oublier ceux de France qu'on verra bientôt. Je vous donne tout simplement rendez-vous au prochain numéro. Je suis Constieka. Au revoir.